Bon voilà, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, j'ai sorti mon deuxième merch il y a 3 semaines. Avec un dessinateur américain, Ryan Degan, on a imaginé des casquettes et des t-shirts que produirait un vidéoclub fictif des années 90-2000. Il y avait également 200 affiches numérotées, mais elles sont parties le premier soir en 1 heure. On en a donc sorti des nouvelles, limitées à 100 exemplaires chacune. Cette collection est temporaire et il ne reste que 8 jours pour obtenir des pièces. Après cela, ce ne sera plus jamais en vente. Le lien vers la boutique est dans la description. Maintenant, place aux tabs. Bon voilà, après 13 ans d'attente, le nouvel Avatar est sorti hier et je me suis dit que c'était trop bête de ne pas écrire enfin un tabs sur James Cameron. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici un épisode surprise sur un réalisateur qui a tout simplement sorti 2 films qui ont dépassé le milliard de recettes. Le milliard! James Cameron naît le 16 août 1954 dans une petite ville de l'Ontario au Canada nommée Kapuskasing, à quelques kilomètres seulement d'un des endroits les plus visités au monde. I lived in a small town. It was 2,000 people in Canada. A little river that went through it, and we swam in a lot of water around. Niagara Falls was about 4 or 5 miles away. L'école de James Cameron se trouve à quelques mètres seulement des chutes du Niagara et forcément, les voir tous les jours crée chez lui un amour de l'eau qui le suivra toute sa vie. Et cet amour de l'eau, il est prolongé à la maison puisque le petit James Cameron ne loupe aucun épisode des aventures sous-marines de Jacques Cousteau à la télévision. L'océan le fascine donc, au même titre que la science-fiction, sa deuxième passion. I'd spend all my free time in the town library. And I read an awful lot of science fiction. I had 2 hours a day on the bus, and I tried to read a book a day. Il dévore les livres de Ray Bradbury, Arthur C. Clarke et écrit même en cours de biologie le synopsis de ce qui sera plus tard Abyss. Le mec, à 12 ans, écrit Abyss entre 2 cours, je sais pas si vous vous rendez compte. Et il ne fait pas qu'écrire, puisqu'il dessine en permanence également des extraterrestres, des robots, des vaisseaux spatiaux et crée même ses propres petites bandes dessinées. James Cameron, enfant, est quelqu'un de très curieux, passionné de science et qui, au lieu de jouer au baseball avec ses copains, passe son temps dans les bois pour ramasser des grenouilles ou des serpents, qu'il dissèque ensuite pour les analyser au microscope. À ce moment-là, on est plus proche de Guy Georges que du réalisateur de Titanic. James Cameron est donc fasciné par les fonds marins, la science-fiction, mais aussi le cinéma. Il découvre en salle des films comme 2001, Le 7e voyage de Sinbad, Le Lauréat, et commence à développer un attrait pour le 7e art. Il demande à Noël une caméra à 16 mm et se met à réaliser des petits films. En parallèle, il convainc ses parents de l'inscrire à des cours de plongée sous-marine, se trouvant à une centaine de kilomètres de là, à Buffalo. Ce qui fait que chaque week-end, il fait des heures de bus simplement pour 1 heure de cours. Son rêve est de vivre proche d'un océan, et ce rêve il se concrétise à ses 17 ans puisque ses parents déménagent en Californie. Là-bas, il voit beaucoup plus de films qu'avant, forcément, et après avoir vu Easy Rider, il réalise qu'il est possible de faire des films avec un budget dérisoire qui cartonne, en l'occurrence 40 000 $ pour celui-ci. L'envie de devenir réalisateur s'installe alors fortement en lui, malgré les réticences de son père. My father was completely unsupportive in any way, shape, or form, and was really sort of just sharpening his knives, waiting for me to fail so that he could say, aha, I was right, you should have gone into engineering. And it was always this sort of attitude of, well, one of these days you'll get a real job, and this film thing, will pass as a fad. And so there was zero support there. Nous sommes alors en 1971 et James Cameron va devoir passer par plusieurs vies avant de trouver la bonne. Cette première vie n'a rien à voir avec le cinéma, puisqu'en 1973, après un diplôme de physique, il se marie avec une serveuse rencontrée dans un diner et devient agent d'entretien dans une école, gardien de parking, mécanicien et enfin chauffeur routier pour payer les factures. Rien à voir avec la physique du coup. L'envie de cinéma est là, mais les doutes qui empêchent de se lancer aussi. And we subsequently moved at the age of 17 for me to Los Angeles, which is very close to, the black hole of Hollywood itself. And yet at that point, I sort of said, well, I don't know if I can get there from here. I don't know if, who am I to say that I could be a filmmaker? Didn't make any sense. Chaque jour et chaque nuit sur la route, il se pose des questions sur son avenir et c'est le visionnage d'un film qui va tout débloquer. Star Wars was very interesting because that was probably the film that galvanized me to get off my butt and go be a filmmaker. I was an artist, I was fascinated by space, I was always painting spaceships, and, I was living in a Star Wars world in my mind, and all of a sudden I saw this film, and it was like somebody had reached into my hindbrain and yanked out a lot of stuff that was in there, and I was seeing it on the screen, realized. But my reaction to it was not, oh, wow, that's cool, I want to see more. It was,
oh wow, I better get off my butt because somebody's doing this stuff, and it you know. Chaque week-end, il se rend donc dans une bibliothèque universitaire et photocopie des centaines de passages de livres traitant de mise en scène. Il étudie chez lui, dans son camion, sur des aires d'autoroute ou sur des tables de station essence avant de se lancer et de tout lâcher. Du jour au lendemain, il divorce, change de vie et en 1978, il parvient à réunir $20 000 de façon vraiment atypique. So I raised some money from a group of dentists in a tax shelter deal in Orange County, and raised like $20,000, and I made a little film. Le gars parvient à convaincre des dentistes pour faire un film. L'histoire est incroyable. Avec cet argent, il réalise son premier court-métrage, Xenogenesis, qui s'inspire pas mal de l'univers Star Wars. Ce court-métrage lui permet de se faire remarquer et quelques mois plus tard, il est engagé par le célèbre Roger Corman en tant que spécialiste des effets visuels. James Cameron se spécialise dans les miniatures et bosse sur des films comme Les Mercenaires de l'espace ou encore Galaxy of Terror. Et justement, sur ce film, outre la patte Aliens qu'on retrouve à l'image, il impressionne en faisant preuve d'ingéniosité. Lors d'une scène montrant un bras au sol avec des vers grouillant dessus, il a l'idée de brancher un câble électrique en dessous afin de faire grouiller les vers qu'il y a sur les plaies. Ce qui fera dire à ses collègues, ce gars arrive à faire jouer la comédie à des vers. James Cameron excelle dans son nouveau job, mais cela paye très peu. À cette période, il lui arrive de dormir sur des bancs publics, parfois pour manger, il entre même dans des hôtels et récupère les restes qu'il y a sur les plateaux devant les chambres. C'est donc une période difficile, mais dans le fond, il s'en fout car il sent qu'il est en train de réaliser son rêve. Et les choses s'enchaînent plutôt bien puisqu'en 1980, il est engagé pour créer les effets visuels du célèbre film de John Carpenter, Escape from New York. Je me souviens que la première fois que j'avais appris ça, j'avais eu un mindfuck assez fou. James Cameron commence donc à bosser sur des productions importantes et comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Puisqu'en 1981, il file dans la capitale italienne afin de travailler sur la suite du Piranha de Joe Dante. Il est engagé en tant que spécialiste des effets visuels, mais très vite, il se retrouve catapulté comme réalisateur en plein milieu du tournage. L'ancien metteur en scène s'est fait virer par le fantasque producteur Ovidio Assonitis, qui décide finalement de finir le film lui-même après avoir également viré James Cameron quelques semaines plus tard. I was hired to direct a film called Piranha 2. I was hired by a very unscrupulous producer who worked out of Italy. And he put me with an Italian crew who spoke no English, even though I was assured that they would all speak English. And I actually had to learn some Italian very quickly, and I'm talking about in 2 weeks, because that's all the prep time I had, because I was actually replacing someone else. And I was put into an untenable situation, and then fired couple of weeks into the shoot. He basically came in and said, "Your stuff doesn't work, doesn't cut together, it's a pile of junk, and you're off the movie." And then he took over the film. And I thought, you know, I really don't, I mean, okay, maybe I'm just bad. Maybe I'm just not good. So I went to, a couple of months later, I went to Rome to find out sort of the truth, like what really happened. And he wouldn't show me any of the film. And I had been in Rome prepping the film for a couple of weeks before we went, and I remembered the code to get in. And so I went in and I just ran the film for myself. And it wasn't that bad. Because all I wanted to know was just one simple fact. Could I or could I not do this job? And I made a few changes, before I flew back, which I don't know if they ever caught. I don't know if the editor ever noticed that I actually fixed a couple things. Le fait qu'il allait faire du montage la nuit en cachette, je trouve ça incroyable. Cette première expérience de réalisateur est donc tronquée, et comme vous pouvez l'imaginer, il renie ce film aujourd'hui, même s'il apparaît souvent comme étant le premier dans sa filmographie. Et cette mauvaise expérience romaine est finalement bénéfique, puisque là-bas, dans un hôtel miteux, il fait une nuit un cauchemar qui va changer sa vie. Il rêve d'un squelette métallique sortant des flammes. À partir de cette bribe de cauchemar, il écrit un scénario presque intégralement dans sa voiture, n'ayant pas assez d'argent pour louer un appart. Et ce scénario, vous l'aurez deviné, devient Terminator. Durant 3 ans, il consacre intégralement sa vie à ce projet. You have to be very serious about it. You have to be willing to sacrifice almost all other aspects of a normal life because it is that competitive. And I lost a marriage in that period. I had to quit my job. I had to work full time on preparing myself for something which most people consider to be a dream or a fantasy. Good God. And without that, I believe, without that willingness
to sacrifice, it's not going to happen. N'étant pas en position de force, il vend son script pour seulement $1, mais impose ses conditions en échange, à savoir être le seul maître à bord, ça c'est le traumatisme Piranha, puis toucher des intéressements sur les ventes de billets. Tourné avec un budget de $6 millions, Terminator rencontre un succès critique et public à travers le monde, en plus de faire de Arnold Schwarzenegger une immense star mondiale. La carrière de James Cameron est désormais lancée et son projet suivant va vous étonner si vous n'êtes pas au courant. Car James Cameron accepte d'écrire le scénario de Rambo 2. Tout est terminé, cela représente beaucoup de travail, mais le problème c'est que Sylvester Stallone déteste le script. Il réécrit donc lui-même 80% de l'histoire, ce qui fait qu'au final, il ne reste seulement que quelques idées de James Cameron. Et ce qui est hyper relou, c'est que Rambo 2 remporta l'année suivante le Razzie Award du pire film, ce qui fait que James Cameron est partiellement rattaché à ce fiasco. En 1986, il réalise non sans difficulté, on y reviendra plus tard, la suite de Alien, dans laquelle il renforce la puissance de Sigourney Weaver, soulignant pour la même occasion son envie de placer les femmes dans des rôles forts 2 ans après Sarah Connor. Aliens lui vaut en compagnie de Stan Winston son premier Oscar puisque les effets visuels sont récompensés, une satisfaction personnelle pour lui qui a commencé via cette spécialisation. Le film est un succès, nous sommes en 1986 et James Cameron a enfin les armes pour réaliser un film avec son élément favori, l'eau. Durant presque 3 ans, il se consacre à la réalisation de Abyss et crée même avec son frère un nouveau type de caméra capable de filmer sous l'eau. Des tas de plongées sous-marines, une centrale nucléaire abandonnée remplie d'eau et un immense budget qui est tout juste rentabilisé après quelques semaines d'exploitation. Now, people who have seen the film, people are divided. Some people say, geez, this is the best picture ever, and other people are thinking, well, there's no fish. You know? Do you have fish in the movie? Well, budget cuts. Abyss a aujourd'hui été réhabilité comme étant un grand film, mais ce premier échec entre guillemets atteint pas mal James Cameron. Dans la foulée, il crée avec son grand pote Stan Winston Digital Domain, une société spécialisée dans les effets spéciaux qui par la suite s'occupera de films comme Apollo 13, Armageddon ou encore Le 5e élément. En 1990, James Cameron souhaite porter à l'écran les aventures de Spider-Man, déjà avec DiCaprio, mais à cette époque-là, les producteurs étaient très frileux lorsqu'il s'agissait de dégager une immense somme pour un film de super-héros. Il se concentre alors sur une suite, celle de Terminator, qui en 1991 devient la production la plus onéreuse de l'histoire puisqu'elle atteint le budget de $100 millions. Le film en rapporte 519 millions dans le monde et reste encore aujourd'hui une prouesse de technologie. Ce film ne vieillit pas. 3 ans plus tard, James Cameron retrouve Arnold Schwarzenegger pour la 3e fois avec le film True Lies, qui est un remake de La Totale de Claude Zidi, film dans lequel il y a plus de moyens que la version avec Michel Boujna, puisqu'un jet est réquisitionné à $2400 de l'heure la location. Et 1 an plus tard, il écrit et produit le film Strange Days, réalisé par celle qui était sa femme à l'époque, Catherine Bigelow. Nous sommes donc en 1995. Suite à une discussion avec Robert Ballard, l'homme qui a découvert l'épave du Titanic dans les années 80, James Cameron se met en tête de vouloir visiter l'épave. Mais cela est très complexe à organiser. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il se dit « j'ai qu'à faire un film sur le Titanic, ça me permettra d'aller voir l'épave ». Il convainc alors les producteurs qu'il est nécessaire d'y aller afin d'y ramener des images qui ouvriront le film. Son autre argument est de leur dire qu'il souhaite plus ou moins transposer l'histoire de Roméo et Juliette au sein même du Titanic. Après avoir envisagé de le recréer totalement pour tourner en mer, une version moindre est construite sur un rivage pour créer l'illusion. À cette époque, le tout Hollywood est certain que ce film va causer la chute de la 20th Century Fox et de Paramount, 2 studios ennemis qui se sont occasionnellement associés pour réunir les fonds de ce qui est le film le plus cher de l'histoire à produire avec une somme de $200 millions. Mais James Cameron croyait tellement au succès de ce film qu'il accepta d'abandonner ses pourcentages afin de rassurer les studios, une somme qui s'élève à $8 millions quand même. La suite vous la connaissez, Titanic devient en quelques semaines le plus gros succès de l'histoire de tous les temps, le premier film a dépassé le $1 milliard au box-office et installe Leonardo DiCaprio comme la nouvelle grosse star mondiale, une habitude chez James Cameron. Le film est auréolé de 11 Oscars, un record pour l'époque avec Ben-Hur et devient l'œuvre cinématographique de la démesure, ce qui poussera James Cameron à balancer juste après l'obtention de sa statuette I'm the King of the World, une sortie qui à l'époque fit quelques jaloux dans l'industrie. So you get up to accept your second award and you said I'm King of the World and everybody said, oh, who does he think he is? Yeah. What I actually said was not that I'm king of the world, but the only thing that I can do to explain how I feel right now is to say, you know, and I said the line from the film. It was really just, I couldn't have been happier. But unfortunately, it was easy ammunition for detractors. Et pourtant, quelque part, James Cameron a raison. En 1998, le roi du monde dans l'industrie cinématographique, c'est lui. Suite
Suite à l'immense succès de Titanic, James Cameron décide de faire un break, mais pas pour rien faire, pour réaliser ses rêves. La descente pour visiter l'épave l'a piqué et son amour des fonds marins s'en est retrouvé décuplé. En 2002, il réalise un documentaire sur sa visite de l'épave du Bismarck, un célèbre cuirassé allemand coulé en 1941. En 2003, il sort Les fantômes du Titanic, énième visite de l'épave, mais cette fois il trouve un moyen de filmer à l'intérieur. Par la même occasion, ce documentaire devient le premier film en 3D dans l'histoire de Disney. Et en 2005 sort Aliens of the Deep, encore une exploration en fond marin qu'il réalise cette fois avec la NASA. Car oui, en plus des fonds marins, James Cameron se passionne pour l'espace et devient membre du conseil consultatif de la NASA au début des années 2000. Ce qui veut dire qu'il a son mot à dire dans les planifications de missions spatiales organisées par la NASA. Je sais pas si vous réalisez à quel point le gars est puissant. Et plus tard, en 2012, il deviendra le premier homme en solitaire à descendre sur le site le plus profond de la croûte terrestre, à 10 898 mètres de profondeur. Il resta plusieurs heures en bas, récoltant plusieurs échantillons pour la science. Plus qu'un réalisateur, un véritable aventurier qui cherche constamment à repousser ses limites. Alors là j'ai fait un bond en 2012, mais que s'est-il passé niveau fiction entre le Titanic et cette date? Pas grand chose à vrai dire, à part l'année 2009 bien sûr, mais ça on y reviendra après. En 1998, il fait une petite apparition dans la très bonne série Mad About You, et 2 ans plus tard, il écrit et produit une série, Dark Angel, avec Jessica Alba dans le rôle titre. Donc de 1998 à 2009, peu de fiction jusqu'à son grand retour en fanfare avec Avatar, un film qu'il a toujours voulu réaliser et qu'il comptait déjà tourner en 1994, mais à l'époque, la technologie était encore trop juste pour y parvenir. 2009 était donc le bon moment pour sortir ce film de la démesure qui a coûté 400 millions de dollars. Pourtant, écoutez ce qu'il disait en 98 après la sortie de Titanic. You know, it also makes me realize that you have to know your limitations, you know, and it hurts. It hurts you. It hurts you financially, and you know, it puts you in a situation of stress you don't want to be in as an artist. So I'm not going to make another $200 million film. I'm not going to make another 3-hour movie. Et comme à son habitude, James Cameron réalise là un film qui bat tous les records puisque Avatar devient le film le plus vu de l'histoire, récoltant en tout pratiquement 3 milliards de dollars. Titre personnel, Cameron, en sa qualité de producteur, empocha 260 millions de dollars rien qu'avec ce film. Et petite info délicieusement tabzienne, le réalisateur voulait ardemment Matt Damon dans le rôle principal. Malgré une grande insistance et même une proposition d'empocher 10% du box-office qui est énorme, l'acteur refusa, préférant jouer dans Invictus de Clint Eastwood. Si Matt Damon avait joué dans Avatar, il aurait tout simplement reçu la somme de 603 millions de dollars. 603 millions de dollars. Turned down Jim Cameron. I turned down Jim Cameron. What an idiot. That would be like saying, hey, we just woke up Alfred Hitchcock. We exhumed him and brought him back to life. You want to do one of his movies? Nah, I got a scheduling conflict. Pour Avatar, James Cameron est nommé aux Oscars en concurrence avec son ex-femme, Catherine Bigelow, qui coiffe son ex-mari au poteau en remportant la statuette pour son film Des mineurs. Mais dans le fond, peu importe, car James Cameron est encore une fois le roi du monde. Et si les films de James Cameron marchent autant, c'est probablement en partie parce qu'il sait ce qu'il veut. C'est un réalisateur sans compromis. En témoigne cette réponse à Letterman lors de la sortie de Abyss. When I auditioned the actors originally, they all, you know, thousands of actors came in for parts, and I kind of winnowed out the ranks a little bit. I said, you know, you're all going to die. Yeah. That was like the icebreaker, Right. and I said, you know, you're going to have to learn to dive, and you got to expect losses. You know? Losses, really? D'ailleurs, lui-même a failli y passer plusieurs fois durant ses tournages. Pour Abyss, justement, il a failli se noyer durant une scène qu'il filmait lui-même. Pour Terminator 2, c'est lui qui se trouve à l'intérieur d'un hélicoptère afin de filmer une séquence compliquée, et pour ce même film, un éclat d'obus alla se nicher près de son cœur après une explosion. Car comme le dit Sigourney Weaver, James Cameron attend de ses acteurs qu'ils meurent pour lui dans la mesure où lui-même est prêt à y laisser sa vie. Et tout le monde est logé à la même enseigne, humains et animaux, car pour Abyss, il fit un bouche-à-bouche à un rat pour le réanimer avant de l'adopter juste après le tournage. James Cameron s'investit donc énormément sur ses productions et il laisse même un peu de lui. Dans le premier Terminator, le berger allemand que l'on voit devant le motel, c'est le sien, les cris du T-1000 dans la lave, ce sont aussi les siens, et la main qui dessine Rose dans Titanic, c'est la sienne. Dessin qu'il garde encore aujourd'hui dans un tiroir chez lui, car ses films comptent énormément pour lui, il ne veut rien laisser au hasard. Pour vous donner une idée, Abyss, il l'a écrit au collège, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, et Avatar, il a commencé à l'écrire suite à un rêve quand il avait 12 ans. Manifestement, le gars ne fait pas les mêmes rêves que nous. Ses œuvres sont donc très personnelles et mûries depuis des années. Sur un plateau, il est hyper exigeant. En
témoignent quelques exemples. Sur le tournage de Aliens, l'équipe anglaise fit grève afin de se plaindre des méthodes de Cameron, enfilant même des t-shirts sur lesquels était inscrit « J'ai bossé avec James Cameron, il ne peut rien m'arriver de pire ». L'équipe, jugée trop lente et paresseuse par le réalisateur, se fit virer dans la foulée. Sur le tournage de Titanic, c'est Kate Winslet qui termina éreintée, jurant à l'époque de ne plus jamais travailler un jour avec lui, ce qui n'empêcha pas de briser cette promesse en jouant dans le nouvel Avatar. Et pour le premier Avatar, justement, James Cameron avait une politique très simple. Dès qu'il entendait un téléphone faire du bruit, que ce soit un appel ou un texto, il le jetait et l'explosait contre le mur. Le meilleur exemple de son intransigeance concerne sa rencontre avec Leonardo DiCaprio. Le jour de son casting, ce dernier refuse de faire une lecture, prétextant qu'il n'a pas l'habitude de travailler comme ça. James Cameron se leva, alla lui serrer la main et ajouta « Dans ce cas-là, la porte est par là. Ce film c'est 4 ans de ma vie, donc je vais pas me laisser mener à la baguette par un acteur de 23 ans. Soit tu travailles comme je le souhaite, soit tu pars. J'aurai aucun problème à trouver quelqu'un d'autre. » Ce qu'on appelle plus communément une remise en place. Alors, si vous avez suivi l'actualité liée au deuxième Avatar, vous avez sûrement vu passer l'info avec Guillermo del Toro, puisqu'il a été le premier et le seul à avoir eu la chance de voir le film il y a plusieurs semaines, avant tout le monde. Et son premier avis sur le film était dithyrambique. En voyant ça, je me suis dit, mais pourquoi ce lien si privilégié entre eux? Alors j'ai fait des recherches et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Vous voyez la conquête de l'Ouest, quand des gars trouvaient de l'or, j'ai eu le même ressenti, sauf que là j'ai trouvé une info tabzienne très rare. Tout commence en 1993. Cette année-là, James Cameron rencontre durant une fête un jeune réalisateur qui vient de sortir son premier film, Guillermo del Toro. Le feeling est présent et les deux metteurs en scène développent un lien amical. 3 ans plus tard, en 1996, del Toro s'attaque à son deuxième film, Mimic, qui est un véritable cauchemar. Le producteur Harvey Weinstein lui mène la vie dure et à quelques jours de la fin de la production, le réalisateur mexicain apprend que son père vient d'être kidnappé à Guadalajara. Cela arrive souvent au Mexique, les kidnappeurs ciblant principalement l'entourage des personnes connues. Le problème, c'est que les malfrats demandent $1 million, somme que del Toro n'a pas, ayant mis l'intégralité de ses économies dans son dernier film. Alors, en pleine préparation de Titanic, James Cameron apprend cela et annule dans la foulée tous ses impératifs liés au film. Il engage un négociateur professionnel, retire $1 million à la banque et gère personnellement ce dossier durant plusieurs semaines, en parallèle du tournage. Après 72 jours de captivité, le père de Guillermo del Toro est finalement relâché, et tout ça grâce à James Cameron. Donc le mec bat des records de plongée sous-marine, bosse pour la NASA, fait des films qui génèrent des milliards et négocie avec des kidnappeurs. C'est quoi cette vie franchement? Voilà, je peux pas trouver mieux comme info. C'est donc sur celle-là que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film favori de James Cameron. Évidemment, le choix a rarement été aussi dur, mais je vais opter pour Terminator 2. Je profite de cet épisode pour vous rappeler que je suis toujours ambassadeur Mubi et que sur cette plateforme que j'adore se trouve énormément de classiques. D'ailleurs, ils viennent d'ajouter le premier Terminator et je trouve ça trop bien de le savoir au milieu de films réalisés par Eric Rohmer ou encore Kurosawa. Avec le lien que je vais vous mettre en description, vous avez 30 jours gratuits pour tester Mubi. Bon, maintenant il est temps de voter et comme aujourd'hui c'est un tab surprise qui n'était pas prévu, c'est à vous de choisir qui sera à l'affiche dans 2 épisodes. Dans les commentaires, je vous laisse choisir une femme que vous adoreriez voir dans Tabs. Les 2 qui seront le plus mentionnés s'affronteront en duel à la fin du prochain épisode. Alors choisissez bien, je vous dis à bientôt et en attendant, portez-vous bien. Bye!